Bonjour à tous et bienvenue pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois. Donc je vous propose dans cette vidéo la suite du corrigé de la série de TD numéro 7. Bien, donc dans cette partie, donc c'est la troisième partie de cette série, on va s'intéresser à l'application du théorème d'Ampère sous forme locale et intégrale dans deux cas très intéressants. Le premier cas c'est le câble coaxial et un deuxième cas un cylindre parcouru par une densité de courant non uniforme. Donc là, voilà l'exercice 2 qu'on va discuter dans cette vidéo-là. Un câble coaxial, c'est un câble qui est formé par une gaine interne, par un cylindre interne qui est parcouru par un courant I, séparé par souvent un isolant. Ensuite, vous avez un cylindre extérieur de rayon interne R2, de rayon extérieur R2, qui est parcouru par le même courant, mais dans le sens inverse. Donc on comprendra à la fin de l'exercice l'utilité d'un câble coaxial en tout ce qui est transmission de signal. Bien, donc on se propose bien sûr de déterminer le champ magnétique en tout point de l'espace créé par ce câble coaxial, en utilisant la symétrie bien sûr et les invariances. Et enfin, dans la dernière partie, on nous dit de retrouver le champ magnétique ou bien les différentes expressions trouvées par le théorème d'Ampère, cette fois-ci en utilisant la forme locale. Donc voilà un exercice qui va montrer un peu les avantages de la forme locale ou les inconvénients par rapport à la forme intégrale. Dans le deuxième exercice, il s'agit toujours d'un cylindre de rayon intérieur R1, de rayon extérieur R2, mais cette fois-ci parcouru par une densité de courant d'abord non uniforme. Là, il faut faire très attention. En plus, c'est une densité de courant qui est suivant Eθ et non pas suivant Ez. Et même chose, déterminer le champ magnétique au tout point de l'espace par le théorème d'Ampère et vérifier si la forme locale est bien vérifiée dans chaque domaine. Donc voilà, deux exercices qui vont vous montrer surtout l'un des problèmes que rencontre la majorité des étudiants dès qu'ils regardent un cylindre. Ils pensent toujours que le champ magnétique a une direction bien déterminée. Faites très attention, ça dépend du sens du courant qui parcourt ce cylindre. Et ça, on va voir les deux cas dans ces deux exercices. Bien, donc commençons par le câble coaxial. Donc voilà une vue de dessus du câble. Donc vous avez un cylindre intérieur qui est parcouru par un courant I, ensuite entouré par un deuxième cylindre que je n'ai pas tracé ici. Voilà, entre le rayon interne 1 et le rayon externe R2. Voilà, et dans ce cylindre-là, vous avez un courant plutôt dans le sens inverse. Voilà. On veut déterminer le champ magnétique en un point M quelconque de l'espace. Voilà, je représente par exemple ce point M ici. Donc, toujours le premier point, c'est la symétrie. Posez-vous la question, toujours classique, est-ce qu'il y a un plan de symétrie qui passe par ce point M? Plan de symétrie des courants, bien sûr. Et bien là, vous allez remarquer tout simplement que vous avez les mêmes règles et mêmes invariances que pour un fil infini. Donc, le plan de symétrie, c'est le plan ER et EZ, c'est-à-dire le plan vert. Le plan en vert est un plan de symétrie. Pourquoi c'est un plan de symétrie? Parce que l'image d'un point M par rapport à ce plan, c'est quoi? C'est lui-même. Donc, bien sûr, puisque le point M est confondu avec son symétrique, les courants sont identiques, ils ont la même valeur et même sens. Donc, c'est un plan de symétrie. Donc, ça suffit. Donc, tout de suite, le champ magnétique va être suivant Eθ. Donc voilà comment on montre clairement par la symétrie suivant Eθ. Bien sûr, pour avoir une idée dès le départ, vous avez toujours le problème, l'idée d'utiliser la main droite. Donc si le courant circule suivant l'axe, suivant le pouce, le champ magnétique il tourne suivant les doigts de la main. Vous voyez, il est suivant Eθ. Et inversement, si vous avez un courant qui tourne dans ce sens-là, le champ magnétique va être suivant Eθ. Mais ça, c'est juste pour avoir une idée. Donc toujours, c'est la symétrie, le moyen le plus puissant. Et j'ai bien expliqué toutes ces règles de symétrie dans une vidéo spéciale à la symétrie. Bien, maintenant les invariances. Bien sûr, là aussi, vous avez les mêmes invariances que pour un fil infini. Si vous faites une translation suivant l'axe Z,
vous êtes là ou bien là, vous observez toujours le même système. Donc le champ ne dépend pas de Z. Si vous faites une rotation autour de EZ, autour de l'axe Z, c'est-à-dire vous êtes là, ou vous êtes là, ou vous êtes là, toujours à la même distance, vous observez toujours le même système. Donc le champ ne dépend ni de Z, ni de θ, et dépendra uniquement de R. Donc voilà, le champ, c'est un champ qui est suivant Eθ, et il ne dépend que de R. Donc ça, c'est le premier point. Règle de symétrie invariance avant de faire aucun calcul par le théorème d'Ampère. À quoi sert cette symétrie invariance? C'est ça qui va nous indiquer quel est le contour d'intégration qu'il faut choisir dans le théorème d'Ampère. Donc le théorème d'Ampère, comme le théorème de Gauss, toujours, la seule difficulté, c'est de bien choisir le contour gamma. Le reste, souvent, si vous connaissez bien les directions des champs, le problème des calculs, il est souvent moins compliqué. Bien, pour le théorème d'Ampère, c'est très simple. Si vous avez un champ qui est suivant Eθ, c'est même pas la peine de réfléchir 30 fois. Tout de suite, le contour gamma, c'est un cercle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un champ magnétique suivant Eθ? Ça veut dire les lignes de champ sont des cercles centrés sur l'axe OZ. Donc, le contour d'intégration, ce sera un cercle de rayon, bien sûr, petit r quelconque. Comme le théorème de Gauss, là aussi, dans ce cas-là, on va calculer la circulation ou un point quelconque, que ce soit ici, là, ou là, ou là, la circulation ne change pas. Deuxième point, je vais travailler comme j'ai travaillé dans la première partie, en algébrique. Quand je pose B égale à B de θ suivant Eθ, je ne sais pas, avant de faire le calcul, est-ce que ce B de θ est positif ou négatif? Est-ce que le champ tourne, circule suivant Eθ ou bien moins Eθ? Donc ça, c'est algébrique. Hein? C'est algébrique. Donc là, il faut faire bien attention. Bien. Donc, deuxième étape, c'est choisir le contour. On a dit c'est un cercle. Donc, c'est un cercle de rayon R. Mais, une fois que vous avez choisi le cercle, il faut bien choisir une orientation de ce cercle arbitraire. Et qu'est-ce qui dépend de cette orientation? C'est l'élément de longueur d de L. Donc, si je prends cette orientation-là, d de L, c'est d de L suivant Eθ. Je tourne dans le sens positif. Si j'oriente mon cercle dans le sens inverse, ce sera moins d de L suivant Eθ. C'est là où il faut faire attention. Donc, si je choisis d de L suivant Eθ, donc B, je le remplace par sa valeur, d de L par d de L suivant Eθ. D'accord? Donc, Eθ scalaire Eθ égale à 1. Il me reste la circulation suivant un cercle de P de R, d de L. Maintenant, le rôle d'invariance va intervenir. J'intègre sur quoi? Sur un cercle de rayon R. Mon champ, il dépend de quelle variable? De la variable R. Or, tous les points du cercle sont à la même distance du centre. Ça veut dire que tous les points du centre, ils ont une même valeur de R. Autrement dit, R est constante sur ce contour d'intégration. Comme le champ ne dépend que de cette valeur-là, donc il est constant. Donc je peux le sortir de l'intégrale. Il me reste l'intégrale d de L. Donc c'est la longueur d'un cercle. Et la longueur d'un cercle, c'est de pi r. Voilà. Et je note ma circulation. Donc que ce soit mon cercle là, que je choisis mon cercle là, ou là, ou là, la démonstration restera toujours la même. Donc je fais la circulation une seule fois. Je ne distingue pas les cas. Est-ce que R inférieur à R1 entre R1 et R2 et là ou là. Par contre, deuxième partie du théorème d'Ampère, c'est la somme des courants intérieurs à gamma. Et dans ce cas, bien sûr, si je choisis mon contour ici, là, là ou là, la somme des courants va changer. Et donc là, il faut distinguer les cas. Premier cas, on va se placer à l'intérieur du cylindre de rayon R1. Donc tout ce cylindre de rayon R1, le courant total qui traverse ce cylindre, c'est plus I. Le courant total. Hein? Donc on va lui associer une densité. Parce que mon contour d'intégration, c'est un cercle de rayon petit r. Donc je dois calculer la somme des courants intérieurs à gamma, c'est-à-dire les courants qui sont indiqués par cette couleur-là. Donc vous voyez bien que c'est une partie de I. Ce n'est pas tout le courant I. Et pour calculer cette partie-là, il faut calculer le flux de J à travers cette surface. C'est-à-dire au courant I qui circule dans ce cylindre, on va associer une densité de courant J uniforme.
Donc maintenant, la somme du courant I, c'est J fois pi r carré. Donc je multiplie uniquement par la surface interne à mon contour gamma. D'accord? Maintenant, je dois l'exprimer en fonction de I. Or, I, c'est le courant qui circule sur le cylindre de rayon R1. C'est-à-dire, j'ai aussi la relation I est égal à J fois pi R1 au carré. Donc, je peux déterminer J en fonction de I, bien sûr. Et la sommation du courant devient I fois R au carré sur R1 au carré. Et on vérifie bien que si R égale à R1, c'est-à-dire pour tout le cylindre, j'ai bien la sommation du courant est égale à I. Voilà, je connais la sommation du courant, je connais la circulation, je remplace dans le théorème d'Ampère et je détermine le champ magnétique B en un point quelconque entre 0 et R1. Vous voyez bien, donc c'est un champ qui varie de façon linéaire avec le rayon de la forme A fois R. Voilà pour le premier cas. Bien, pour le deuxième cas. Donc là, j'ai mon cylindre de rayon R1, c'est la partie qui est grise. Et ça, c'est le cylindre de rayon, bon là, j'ai R2. Voilà mon rayon R2. D'accord? Et je prends mon contour gamma, cette fois-ci, entre R1 et R2. Et petit r est compris entre 1 et R2. La circulation, bien sûr, ne change pas. Maintenant, combien de courants traverse ce contour gamma, circule à l'intérieur de ce contour gamma? Bien sûr, ici, il n'y a pas de courant. Le courant existe uniquement dans le cylindre de rayon R1. Or, le courant qui circule dans le cylindre de rayon R1, sa valeur, c'est I. Donc là, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je dois dire tout simplement la somme du courant intérieur au gamma, c'est plus I. Ah, parce que le courant circule suivant la normale. Quand j'oriente mon contour dans ce sens-là, la normale, il est suivant au Z. D'accord? Bon, la vidéo précédente, j'ai expliqué comment déterminer le sens de la normale. Bien, donc là, vous remplacez, vous avez tout de suite le champ créé comme le champ créé par un fil infini, c'est mu0 I sur 2pi r. Là où ça se complique un petit peu, si petit r est compris cette fois-ci entre R2 et R3. Donc là, c'est le rayon R3. C'est-à-dire dans le câble coaxial circulé par le courant moins I. Donc faites attention, dans cette partie-là, entre là et là, vous avez un courant qui circule dans le sens inverse A au Z. Bien. Donc quels sont les courants internes à ce gamma? Donc comme le théorème de Gauss, toujours essayer de les indiquer par une couleur. Donc il y a cette partie-là, plus cette partie-là. Bien sûr, entre R1 et R2, il n'y a pas de courant. Donc, plus la partie qui circule entre là et là, entre petit r et entre R2 et petit r. Donc, je dois calculer cette partie-là. Bon, tout le courant qui circule dans le cylindre intérieur, bien sûr, c'est I. Donc, il faut lui ajouter cette partie-là. Là aussi, on va utiliser, pour calculer le courant, le flux de J à travers cette surface-là. La surface qui est comprise entre le rayon le cercle de rayon R2 et le cercle de rayon petit r. Donc la sommation du courant, ça sera I, ça sera I, donc on a dit, donc ça sera I moins J fois D de S. Donc D de S, c'est un élément de surface ici. Donc un élément de surface, c'est R, D de R, donc c'est un élément de surface plane, d'accord? Ce qui est constant sur cette surface, c'est Z, donc ce qui varie, c'est θ. Donc un élément de surface, c'est R d de θ fois d de r. D'accord? Donc c'est R d de R d de θ. Avec θ, bien sûr, varie entre 0 et 2pi. Donc ça me donne 2pi. Et l'intégrale de R d de R, d'un petit r, il varie entre quoi et quoi? Il varie entre R2 jusqu'à petit r. Pour décrire cette partie-là. Pourquoi on a jeté un signe moins? Parce que J, il est suivant moins Z, alors que D de S, il est suivant, avec cette orientation, D de S, il est suivant plus Z. Donc vous avez bien sûr J scalaire D de S, il va me donner un signe moins. D'accord? Mais si je mets ici le signe moins, ça veut dire J2, c'est le module de la densité de courant dans le cylindre compris entre R2 et R3. Donc moins 2pi J2, l'intégrale de R d de R, j'intègre entre R2 et petit r. L'intégrale de R d de R, c'est R carré sur 2. Avec le 2 va se simplifier. Et donc ça me donne petit r carré moins R2 au carré. Maintenant, pour calculer J2,
je dois dire tout simplement que le courant total qui circule dans le cylindre entre R2 et R3, c'est I, égale à moins le flux de J2 D2S. Ou bien on peut dire moins I, c'est moins. Hein. J'ai enlevé le signe moins des deux côtés. Normalement, c'est moins I égale le flux de J2 D2S. Et le flux de J2, on a dit que c'est moins. Donc J2, et j'intègre cette fois-ci sur tout le cylindre extérieur, c'est-à-dire entre R2 et R3. Et là, ça me donne RD de R entre R2 et R3, c'est R3 au carré moins R2 au carré. Et à partir de là, je détermine J2. Donc là, il faut bien faire attention dans ce cas-là. Je répète. Donc là, la circulation, on a dit c'est clos, c'est calculé une fois pour toutes. Pour calculer la sommation du courant intérieur à gamma, il y a le courant I en entier, plus une partie de moins I. Et cette partie, on lui associe une densité de courant J, et le I, le courant qui circule dans cette partie, c'est le flux de J à travers cette surface-là en rouge. Et cette surface, on peut la calculer comme étant l'intégrale de RD de R, D de θ, avec R varié entre R2 jusqu'à petit r. Voilà. Bien. Donc voilà, remplacez J par sa valeur et vous allez retrouver l'expression suivante. Donc je vous laisse le soin de vérifier les petits calculs, qui ne sont pas compliqués. Bien. Je passe au troisième cas. Troisième cas, il est très simple. Pourquoi? Vous avez un cylindre intérieur qui est parcouru par un courant I. Vous avez un cylindre extérieur qui est parcouru par un courant moins I. D'accord? Donc voilà, vous avez ici R1, R2, R3. Et moi, je calcule le champ en un point à l'extérieur. Bon, la circulation, bien sûr, c'est toujours B multiplié par 2πr. Maintenant, à quoi est égale la somme du courant interne à ce contour gamma? C'est bien sûr 0 parce que I moins I c'est 0. Donc là, vous dites juste I moins I égale à 0. Et donc, ça vous donne un champ qui est nul. Bien. Maintenant, c'est ça. Pourquoi on utilise souvent les câbles coaxiales dans tout ce qui est connexion entre paraboles, télé, dans tout ce qui est télécommunication, transmission d'ondes? C'est tout simplement, vous voyez maintenant que le champ magnétique créé par le passage de courant à l'extérieur du câble, il est comment? Il est nul. Donc ce champ ne perturbe pas tout ce qui est composant électronique à son voisinage, parce qu'il crée un champ magnétique non nul. Imaginez que votre câble est formé uniquement par un seul cylindre qui est parcouru par un courant I, il va créer un champ magnétique, et ce champ magnétique risque de perturber tout ce qui est signal voisinant. Bien, on passe maintenant à la deuxième partie de cet exercice. On va essayer de retrouver toutes les expressions déjà démontrées, mais sans faire appel au contour d'intégration. Autrement dit, en faisant appel directement à la forme locale. La forme locale de théorème d'Ampère, c'est rotationnel de B égale à mise au J. Qu'est-ce que ça veut dire la forme locale? Ça veut dire en n'importe quel point de l'espace, si vous calculez rotationnel de B en sous-point, ça devrait être égal à mesure J, la densité du courant en sous-point. C'est pourquoi on l'appelle forme locale. Mais, que ce soit pour la forme locale ou intégrale, toujours on est obligé de passer par la symétrie et les invariances. Sinon, essayez de jeter un coup d'œil sur l'expression de rotationnel de B en coordonnées cylindriques. Vous allez voir une expression très compliquée où il y a 6 termes. Donc impossible à intégrer. Par contre, en utilisant la symétrie ou les invariances, on a montré que B est suivant Eθ et il ne dépend que Eθ. Et dans ce cas, l'expression de rotationnel va se réduire à un seul terme, qui est 1 sur R, D sur D de R, R fois B de R suivant K. Prenez l'expression de rotationnel en coordonnées cylindriques, remplacez tout ce qui est B indice R et B indice Z par 0, parce que le champ est suivant Eθ, il n'a pas de composante suivant R, n'a pas de composante suivant Eθ. Remplacez tout ce qui est dérivé par rapport à θ et dérivé par rapport à Z par 0, parce que le champ ne dépend que de R, et il va vous rester un seul terme. Et donc, il suffit d'intégrer ce terme dans chaque cas séparément. On va commencer par le premier cas, R inférieur à R1. Est-ce qu'on a une densité? Oui, on a une densité de courant dans le cylindre interne. Donc, je remplace J par J. Et j'intègre cette relation. Donc, j'ai D sur D de R. Ce R là, je le ramène ici, c'est R fois mu 0.
j'intègre une première fois l'intégrale de RB, la différentielle de RB c'est R fois B, l'intégrale de RD de R c'est R carré sur 2, et toujours ajouter une constante. Parce que là, ce qu'on calcule, c'est des primitifs. Et les constantes sont déterminées par des conditions physiques ou bien par les conditions de continuité. Donc je divise partout par R et je trouve que B de R est égal à R sur 2 mu 0 J plus C sur R. Pour déterminer la constante, ici, soit je travaille avec cette expression-là, soit avec celle-là. Or, le champ sur l'axe OZ, d'accord, on peut le montrer parce que c'est l'intersection de plusieurs plans de symétrie, donc le champ il est nul par symétrie. Donc si B est nul sur l'axe OZ, mais on n'a pas besoin, il suffit de dire qu'il a une valeur finie. Hein? Mais cette valeur, on peut montrer par symétrie qu'il est nul. Le champ sur l'axe OZ ne peut pas tendre vers l'infini. Or, si R tend vers 0, si C est différent de 0, au voisinage de 0, vous allez avoir un champ qui est infini, ce qui n'a pas de sens physique. Donc la constante C égale à 0. Ou bien vous dites dans cette expression-là, si R égale à 0, B égale à 0. Donc je vais 0 fois 0 égale à 0 plus C. Donc C égale à 0. Donc vous avez plusieurs façons de justifier que C est égal à 0. Mais la plus simple, c'est de dire que si R tend vers 0, ce terme tend vers l'infini. Or, le champ sur l'axe, il est fini. Donc, cette constante, obligatoirement, sera nulle. Donc, voilà le champ à l'intérieur. Maintenant, il suffit de remplacer J par sa valeur. D'accord? On l'a déjà calculé. I, c'est le flux de J. J fois pi R1 au carré. Et vous voyez qu'on retrouve exactement la même expression qu'on a trouvée par l'application du théorème d'Ampère sous forme intégrale. Bon, quel est l'avantage de la forme locale? On n'a pas besoin de choisir le contour. On n'a pas besoin de choisir, de poser les problèmes de la normale et tout. Hein, d'accord? Mais des fois, c'est la forme locale qui est plus simple. Des fois, c'est la forme intégrale. Ça dépend des cas. Deuxième cas. R compris entre R1 et R2. Entre les deux cylindre intérieur-extérieur, bien sûr, il n'y a pas de courant. Donc, J égale à 0. Donc, l'intégrale, dans ce cas, il est plus simple. Ça me donne R fois B égale une constante. Donc, B égale une constante sur R. Comment déterminer cette constante cette fois-ci? On va utiliser la continuité du champ magnétique. Il faut savoir que comme pour le champ électrique, pour une distribution volumique, le champ électrique ou bien le champ magnétique, il est continu. Donc, j'utilise la continuité lorsque petit r égale à R1. Pour R inférieur à R1, voilà la valeur que j'ai trouvée. Pour R supérieur à R1, voilà la valeur. Donc, si R est égal à R1, ces deux expressions doivent être égales. Donc, je remplace R par R1 ici, dans les deux cas, et je trouve la constante C. Et voilà, je déduis le champ magnétique B entre les deux conducteurs. Vous voyez, dans ce cas, c'est beaucoup plus simple que le théorème d'Ampère sous forme intégrale. Troisième cas, R compris entre R2 et R3. Là aussi, j'ai une densité de courant J. D'accord? Donc, c'est moins mu 0 J suivant K. Donc, J, il est suivant moins K. Donc, faites attention. J'intègre comme tout à l'heure. Donc, j'obtiens moins R sur 2 mu 0 J plus C sur R. Faites très attention ici. Je n'ai pas le droit de tendre R vers 0. Ah, pas comme tout à l'heure. Pourquoi? Parce que cette expression n'est valable que pour R compris entre R2 et R3. Donc, là aussi, pour déterminer C, il faut utiliser les continuités lorsque R est égal à R2. Donc, pour R inférieur à R2, on va remplacer J2 d'abord par sa valeur et vous trouvez la forme de B. Donc, pour R inférieur à R2, voilà le champ. Pour R supérieur à R2, voilà le champ. Je remplace R par R2 et bien sûr J par sa valeur. Et vous allez trouver facilement cette expression de la constante d'intégration. D'accord? Donc, c'est très simple. Ah, seule chose qu'il faut remarquer ici, le tenseur mu 0 J, J c'est suivant moins K. B c'est algébrique, lui il est suivant K. Voilà, ensuite vous intégrez et la constante C, on la détermine par la continuité lorsque R égale à R2. Pour R inférieur à R2, voilà la valeur. Pour R supérieur à R2, voilà la valeur. Et si R égale à R2, cette expression doit être égale à cette expression. Ce qui me donne la valeur de la constante C. Au passage, j'ai remplacé G2 par sa valeur. Bien, voilà, G2 par sa valeur. Donc, voilà l'expression de B. Bon, là, je vous laisse le soin de vérifier des petits calculs. Ils ne sont pas compliqués. Bon, pour R supérieur à R3, là aussi, je divers rotationnel égale à 0 parce que J égale à 0. Et donc, je trouve toujours B est égal à C sur R.
Et pour déterminer C, on utilise la continuité. Vous remarquez ici, hein, si R égale à R3, donc c'est la continuité bien sûr pour R égale à R3. Pour R inférieur à R3, voilà l'expression. Or, si R égale à R3, on vérifie bien que R3 au carré moins R3 au carré égale à combien? Égale à 0. Donc 0 doit être égal à C sur R3. Donc C égale à 0. Et par conséquent, B égale à 0. Donc voilà comment on applique le théorème d'Ampère sous forme locale. D'ailleurs, c'est la même chose que le théorème de Gauss sous forme locale. C'est toujours par intégration, ajouter des constantes et déterminer la valeur des constantes, soit par des considérations physiques, soit par des conditions de continuité ou discontinuité. Hein, ça dépend des cas. Si vous avez une densité de charge surfacique, ça sera discontinu et on connaît la valeur de la discontinuité dans chaque cas. Bien. Voilà pour ce premier exercice, donc largement détaillé sur le théorème de Gauss pour le câble coaxial. Là, il faut faire attention. Vous avez aussi un cylindre. Et souvent, les étudiants, lorsqu'on leur donne un cylindre, toujours, ils disent B suivant Eθ. Donc là, il faut faire très attention. Donc là, vous avez un cylindre où, d'abord, la densité de courant, elle est suivant Eθ, elle n'est pas suivant Ez, mais en plus, elle n'est pas constante. D'accord? Donc, si je veux déterminer le champ en un point M quelconque de l'espace, donc J, vous voyez, elle dépend de la variable R, donc elle n'est pas constante. D'accord? Si R égale à R1, sa valeur c'est A sur R1. Si R égale à R2, c'est A sur R2. Entre les deux, elle varie. Donc elle est là, elle est très grande. Au fur et à mesure que je m'éloigne de l'axe, la densité de courant diminue. Donc c'est un enchaînement de spires circulaires qui tournent autour de l'axe OZ. Donc quelle est la symétrie? Donc voilà, je représente ici une coupe de cylindre. Voilà, le courant J tourne dans ce sens-là. Là, il est suivant Eθ. Hop, aussi il sort, et ainsi de suite. Je peux représenter deux autres spires quelque part ici. Bien, imaginez, je veux déterminer le champ en un point M ici quelconque. Est-ce qu'il y a un plan de symétrie? Toujours, essayez de réfléchir d'abord. Est-ce qu'il y a un plan de symétrie? D'accord? Est-ce qu'il y a un plan de symétrie? Tout à l'heure, on avait pris le plan ERZ, c'est-à-dire ce plan-là. Hein, ce plan-là, le plan ERZ. Est-ce que le plan ERZ, dans ce cas-là, est un plan de symétrie? Hein, le plan qui contient l'axe OZ, pour l'exemple de tout à l'heure, c'était un plan de symétrie. Hein, d'accord? Parce que l'image de chaque point, c'est lui-même, et le courant... donc là, non, c'était pas ça, c'est parce que J suivant OZ, d'accord? Ouais. C'était un plan de symétrie parce que si j'ai une densité de courant suivant J, l'image d'un point ici, vous voyez bien, c'est celui-là. Ici, le courant est suivant OZ, j'ai le courant est dans le même sens. Donc, c'était un plan de symétrie. Dans ce cas-là, est-ce que c'est un plan de symétrie? Donc, vous voyez bien que si je prends deux points symétriques, par exemple celui-là et celui-là, le courant ici il circule dans ce sens. Or, le symétrique de celui-là, c'est ce vecteur-là, mais le courant circule dans le sens inverse. Donc, c'est un plan d'antisymétrie. Donc, je ne peux pas utiliser le plan ERZ. Maintenant, par contre, si vous remarquez tout de suite que tout plan perpendiculaire à l'axe OZ, parce que là, on travaille avec un cylindre infini, c'est un plan de symétrie. Et ce plan-là, c'est le plan ERθ. Pourquoi c'est un plan de symétrie? Vous voyez bien ici, je prends ce point. Voilà sens symétrique. Vous voyez bien que le courant est sens symétrique. Je prends ce point. Voilà sens symétrique par rapport à ce plan. Les courants sont également symétriques. Donc, c'est un plan de symétrie. Voilà. Il suffit de dire que tout plan perpendiculaire à OZ qui passe par le point M, ou de dire tout simplement le plan M, moi je préfère toujours définir le plan par le point où je vais calculer le champ, plus de vecteurs. M, ER, Eθ est un plan de symétrie, donc B est suivant EZ. D'accord? Donc voilà, le champ magnétique, il est suivant EZ. Bon, toujours je reviens à la paume de la main de tout à l'heure. Donc vous voyez maintenant que le courant, lui, il circule suivant la paume de ma main, et le champ magnétique, il est bien suivant EZ. Donc ça, c'est très pratique pour avoir une idée. Mais il faut toujours appliquer les règles de symétrie correctement. Mais pour avoir une idée dès le départ, si vous avez un courant suivant EZ, le champ il est suivant Eθ. Inversement, si vous avez un courant qui est suivant Eθ, le champ suivant EZ. Bien.
Si le champ est suivant Z, c'est le champ qu'est-ce qu'on appelle un champ axial. Donc là aussi, le contour d'intégration, le choix, il est simple, c'est un rectangle. Mais, ce qui est un peu compliqué, comment placer le rectangle? Voilà ce qui vous pose un problème. Comment placer ce rectangle? Bien, le champ ne dépend que de R. B est suivant Z. Donc une partie de rectangle doit être bien sûr parallèle à l'axe Z. Ça c'est obligatoire. Hein, pour que la circulation de là à là soit non nulle. Il ne faut pas choisir un rectangle incliné ou quoi que ce soit. Il faut qu'il soit un rectangle qui ait une partie qui est perpendiculaire à Z. Un rectangle. Mais où placer ce rectangle? Bon, imaginons je vais calculer le champ magnétique où on a un point M à l'extérieur. Donc ce rectangle doit passer par mon point M. Donc là, à la limite, si je n'ai pas le choix, je vais calculer le champ par exemple en ce point. D'accord? On a un point M ici situé à une distance R. Petit r. Donc mon rectangle doit passer par ce point. Mais il faut faire très attention, ne pas choisir un rectangle symétrique par rapport à l'axe OZ. Et je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. Bon, on va choisir un rectangle quelconque, de longueur ici H, AB, peu importe la longueur, ça ne nous intéresse pas, qui est, une fois que vous avez choisi votre contour d'intégration, il faut d'abord l'orienter. Par contre, l'orientation est importante, parce qu'une fois que vous avez choisi cette orientation, la normale, bien sûr, c'est un vecteur dans notre cas, qui va être sortant. J'ai indiqué dans la vidéo précédente comment indiquer la direction de la normale. Donc les courants qui sortent seront comptés positivement, les courants qui rentrent seront comptés négativement. Très bien. Bien, donc là, j'ai choisi un rectangle ici situé à une distance R, là il est situé à une distance R'. Vous vérifiez bien que ce n'est pas la même distance R, c'est la seule difficulté, vous allez comprendre pourquoi. Bon, la circulation, vous allez voir après, c'est ça ce qui est difficile, hein, c'est utiliser bien la symétrie, choisir correctement le contour. Le reste, c'est très facile. La circulation suivant A, B, C, D, vous voyez bien que B est suivant Z, donc la circulation suivant A, B, c'est 0, parce que B est perpendiculaire partout. Je répète, B c'est algébrique, ça peut être plus, ça peut être moins, c'est le calcul qui va me dire. La circulation suivant CD, la même chose, puisque EZ est perpendiculaire à CD, donc il me reste juste la circulation suivant BC et suivant DA. Bien, la circulation suivant DA. Donc là, j'ai D de L et les suivants Z. Donc, je remplace D de L par D de Z suivant Z. Le champ, lui, ne dépend que de R. C'est là où l'invariance joue un rôle. Or, tous les points du vecteur DA sont à la même distance R'. Donc, le champ sur cette partie, il est constant. Et sa valeur, c'est B de R'. Donc, cette circulation va me donner B de R' fois H. Dans la partie BC, vous voyez bien que D de L est suivant moins D de Z. Donc, vous avez un signe moins. Moins D de Z suivant Z. La même chose, tous les points du segment BC sont à la même distance R. Or, le champ ne dépend que de la variable R. Donc, le champ, il est constant. Donc, j'ai moins B de R fois H. Donc, j'applique la circulation totale. Bien sûr, est-ce qu'il y a du courant qui traverse ce contour gamma? Il y en a plusieurs. Il y a toute cette partie-là, plus cette partie-là. Mais comme j'ai la même quantité de courant ici et la même quantité de courant, mais avec des sens opposés, là c'est suivant plus Eθ, là suivant moins Eθ, donc leur somme, elle est nulle. Donc là, tout de suite, je trouve que B de R moins B de R' égale à 0. Donc, je montre que le champ à l'extérieur égale à une constante. Maintenant, si vous avez choisi un contour symétrique, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver B de R égale à B de R. Or, ça, on le sait. Avant même de faire le calcul, je sais que le champ ne dépend que de R. D'où l'intérêt de choisir deux rayons différents. Et là, je montre que le champ d'un point R est égal au champ d'un point R' et R' sont quelconques. Donc, obligatoirement, ce champ, il est constant. D'accord? Bien, comme le champ ici, on a montré que le champ ici, il est constant. Comme à l'infini, donc il va garder la même valeur jusqu'à l'infini. Et puisqu'à l'infini, il n'y a pas de courant, parce que les courants sont à l'infini, mais dans cette direction. Dans cette direction, il n'y a pas de courant à l'infini. Donc le champ, cette constante, elle est nulle. Voilà, la valeur du champ à l'extérieur, elle est nulle. Maintenant, on va déterminer le champ en un point quelconque entre le cylindre de rayon R1 et le cylindre de rayon R2. Donc là aussi, je n'ai pas le choix. Je dois choisir un rectangle, une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Il ne faut pas que tout le rectangle soit à l'intérieur.
Parce que là aussi, je vais trouver le champ en sous-point. Moi, le champ en sous-point est égal à quelque chose. D'accord? Il faut choisir une partie à l'intérieur parce que je sais maintenant que le champ à l'extérieur est égal à 0. Donc, je peux déterminer la circulation de B. Je peux déterminer le champ à la position R facilement dans ce cas-là. Tout de suite, d'abord, il faut l'orienter. Donc, si je l'oriente dans ce sens, bien sûr, la normale est sortante. Donc, vous voyez bien que ce courant-là circule dans le sens inverse de la normale. Donc, ils seront comptés négativement. Donc, la circulation suivant A, B, C, D, bien sûr, suivant cette partie, c'est nul parce que B est perpendiculaire à D de L. Suivant cette partie, c'est nul parce que B est perpendiculaire à D de L. Là, c'est nul parce que quoi? Parce que B égale à 0 à l'extérieur. On vient de le montrer. Donc, il nous reste juste la circulation suivant BC. Vous voyez bien, suivant BC, que D de L est suivant moins D de Z. Donc, il va vous rester moins B fois H. Là où il faudra très attention, là, c'est un peu compliqué. Souvent, c'est là où vous vous trompez. Comment calculer la somme du courant intérieur à gamma? Donc, les courants, je dois calculer tous les courants qui circulent dans cette partie-là. Dans ce rectangle-là. D'accord? Parce que, ici, bien sûr, il n'y a pas de courant. Ici, il y a de courant, mais ils sont à l'extérieur de gamma. Donc, cette partie-là. Donc, je dois calculer le flux de J, D de S à travers cette surface. Très simple. Mais faites très attention, deux choses. D'abord, J n'est pas constante. Il faut faire attention à la normale. Suivant cette orientation, la normale est sortante. Donc, D de S, il est suivant moins Eθ. Alors que J, il est suivant Eθ. Donc, vous allez voir un signe moins. Donc, d'accord, J, il est suivant Eθ. Et D de S. Deuxième point, c'est quoi un élément de surface de ce rectangle? Qu'est-ce qui varie? C'est R et Z. Donc, faites attention. Là, je suis dans un plan θ constante. Donc, c'est D de R fois D de Z. Voilà l'élément de surface. Bon, revenez à la vidéo sur le coordonnées cylindrique et ceux qui n'ont pas compris ceci. D'accord? Voilà l'élément de surface. C'est D de R fois D de Z. Donc, D de R fois D de Z suivant moins Eθ. Parce que l'élément de surface, il est toujours défini par la normale. D'accord? Et la normale ici, il est suivant moins Eθ. Bien, après vous remplacez bien sûr, et là il faut faire attention que J n'est pas constante, donc il ne faut pas le sortir de l'intégrale, il faut le remplacer par H sur R, ou A sur R, pardon. L'intégrale de D de Z, ça vous donne H, et là j'intègre R entre quoi et quoi? Entre petit r et le rayon R2. Entre petit r et le rayon R2. Et l'intégrale D de R sur R, c'est le log de R. Entre petit r et R2, ça vous donne log de R2 sur petit r. Voilà, j'ai la circulation, j'ai la somme du courant, je connais la circulation à quoi est égale. Donc ça est égal à mu0 fois ça. Je détermine donc facilement le champ entre R1 et R2. Maintenant, dernier cas, c'est le cas où R est inférieur à R1, quelque part ici. Donc là, vous avez plusieurs façons de choisir le contour. Je montre au moins deux. Bon, la première, c'est de choisir toujours un contour, une partie ici à l'intérieur et une partie à l'extérieur. D'accord? Et même chose, la circulation ici, bien sûr, c'est 0 parce que B égale à 0. Ici, c'est 0 parce que perpendiculaire à B. Là, c'est 0 parce que perpendiculaire à B. Il vous reste juste la circulation suivant BC, c'est moins B fois H. Les courants intérieurs, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est juste les bords d'intégration qui vont changer. Donc les courants, bien sûr, ils n'existent que sur ce rectangle-là. Donc je calcule le flux de J D de S à travers ce rectangle-là, c'est-à-dire entre R1 jusqu'à R2. Donc j'intègre toujours la même expression que tout à l'heure entre R1 et R2 et je détermine les courants intérieurs. Vous remplacez et vous avez l'expression de B. Vous voyez bien que c'est un champ qui est constant. D'accord? Bien, j'ai une deuxième façon de le montrer, c'est de choisir le contour uniquement une partie à l'intérieur, une partie sur la frontière du cylindre de rayon R1. Or, le champ en sous-point, on le connaît. Il suffit de remplacer ici R par R1. D'accord? Pourquoi j'ai choisi ici? Parce que la valeur ici du champ, elle est connue. Et donc, je dois calculer la circulation de B. Ça va vous donner la circulation suivante DA, plus la circulation suivant BC. Donc, suivant BC, c'est toujours moins B fois H. Mais suivant DA, ça sera le champ pour R égale à R2, à R1, pardon. Donc, ça sera mu0 A log de R2 sur R1 fois H. Est-ce qu'il y a du courant qui circule à l'intérieur du cylindre? Bien sûr, pas de courant, parce que les courants se trouvent entre R1 et R2.
Donc voilà le flux de J égale à 0. Et donc je retrouve B égale à mu 0 A log de R2 sur R1. Vous avez plusieurs façons de calculer. Vous avez une troisième façon, on peut le citer. Vous allez choisir un contour ici, comme ce qu'on a fait pour à l'extérieur, exactement le même, toujours à une distance R', R. Vous calculez la circulation, ça va vous donner B de R moins B de R' égale à 0, parce qu'il n'y a pas de courant ici. Donc je montre que B est constant. Et la constante, on va la déterminer par continuité du champ lorsque R égale à R1. Vous avez aussi cette troisième façon. Donc voilà pour cet exercice là aussi, que j'ai insisté surtout sur le fait que comment utiliser une densité de courant non uniforme, comment choisir le contour d'intégration si vous avez un champ qui est axial. Donc ce sont des rectangles, il faut bien faire attention comment placer le rectangle, comment calculer le courant interne à ce rectangle. Bon, pour la deuxième question, on vous dit vérifier que le théorème d'Ampère est vérifié dans chaque cas. Je vous laisse le soin de le faire, c'est très simple. Vous prenez rotationnel de B en coordonnées cylindriques et à chaque fois vous l'appliquez dans les trois régions. Vous allez montrer facilement que si 0, bien sûr, B est constant, donc rotationnel B égale à 0, et puisqu'il n'y a pas de densité de courant, donc là, l'équation est vérifiée. Là, B est nul, donc son rotationnel est nul, là aussi c'est vérifié parce que J égale à 0. Je vous laisse le soin de prendre cette expression-là, de calculer le rotationnel de B, et vous allez trouver exactement mu 0J. Voilà pour cet exercice. Donc là, je résume. Si vous avez des densités de courant suivant Oθ, le champ magnétique est suivant B. Donc voilà. Donc ça vous donne. Si le courant tourne suivant les doigts de votre main, ça veut dire le champ magnétique B, lui, est suivant le pouce. Inversement, si le courant circule suivant Z, le champ magnétique circule suivant votre doigt de la main droite. Mais ça, c'est juste pour avoir une idée. Moi, je préfère toujours les choses claires, c'est-à-dire la symétrie qui vous donne directement la direction avec des règles bien définies et les invariances qui vous donnent les variables dont dépend le champ magnétique. Donc voilà pour tout pour cette série numéro 7. Bon courage et à bientôt pour la série 8 qui va être réservée aux phénomènes, aux équations de Maxwell et à l'induction électromagnétique.